Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, le quatrième épisode déjà de la saison 2, on vous fait un format classique dans le sens qu'on va garder nos deux segments là, au son de la cloche et dans vos poches. Segment star. Mais là, au son de la cloche va être un peu différent. Là, on va suivre un peu une thématique, un petit virage politique très bref. On l'avait fait également là, au courant de la saison 1, là, vers la fin de la saison 1, en fait au mois de novembre, là, pour vous donner une petite prémisse de qu'est-ce qu'on va vous parler et qu'est-ce qui était notoire la semaine passée dans cette magnifique semaine de janvier. Mais au préalable, avant de tomber dans le vif du sujet, là, je vais laisser Gab faire le disclaimer tout de même qui est important aujourd'hui, encore une fois, sur nos opinions et surtout quand on va parler un peu de politique cette fois-ci. Oui, ben le but, encore une fois, c'est que ce qu'on va parler aujourd'hui dans le podcast, il s'agit de notre opinion personnelle. Il ne s'agit jamais, encore une fois, de recommandations officielles de financement, de placement ou quoi que ce soit. Vous avez toujours à prendre contact avec un expert et à vous faire aussi votre propre opinion, surtout sur un sujet qui va être plutôt même si on va essayer d'avoir toujours une neutralité quand même importante, là, de vous faire aussi, encore une fois, votre propre opinion. Voilà. Exact. Donc, lançons ça en force avec le segment Au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet qu'on veut vous parler aujourd'hui, comme on l'a dit, un peu plus politique que d'habitude. On veut un petit peu parler des premiers jours, de qu'est-ce qui attend l'administration Biden-Harris. Pour le début là, de leur mandat. Là. Encore une fois, c'est ce qui est arrivé là, officiellement le mercredi 20 janvier. Comme le veut la tradition, au matin, on a eu effectivement l'inauguration de la nouvelle présidence. L'investiture, comme on dit en français. Exactement. Dans le système de République, qui n'est pas le mien. Donc, moi, je salue la reine. Mais effectivement, là, c'est ce qu'on veut vous parler, un petit peu aborder les débats, parce que c'est un débat d'une certaine manière, parce qu'on sait que les États-Unis sont vraiment scindés en deux, là, mais c'est un peu de voir qu'est-ce qui attend après tous les rebondissements qu'il y a eu là, entre la fin des élections et maintenant. Là, il y a eu tellement de changements, il y a eu tellement de choses qui sont passées aux États-Unis que Biden arrive en poste, arrive au pouvoir avec beaucoup de défis. Et c'est un peu ce qu'on veut parler. Et c'est également faire un petit retour sur les fameux décrets là, qu'il va signer dès le début, qu'il a signé en fait dès le début de son mandat, là, qui sont toujours très intéressants de voir, qui sont un peu comme Trump l'avait fait, là, une bonne ligne directrice de des 4 premières années au pouvoir. Là. Ouais, et puis c'est sûr que ça a été un début de mandat quand même beaucoup plus calme pour avoir vécu il y a 4 ans l'investiture de Donald Trump qui à peine sorti à peine arrivé à la Maison Blanche, montrait devant les caméras là, ces décrets. Là, tu sais, il y avait eu pas mal de gifs là, qui avaient été faits là-dessus, là, avec les fameux, avec sa signature énorme là, et qui est assez grossière. Là. Mais c'est vrai que l'arrivée en tout cas de Joe Biden est quand même, j'ai l'impression quand même beaucoup plus pacifique et c'est basé d'ailleurs, son discours d'investiture a vraiment été fait sur le rassemblement, enfin vraiment on sent que Joe Biden est vraiment convaincu que l'Amérique est divisée, vraiment là encore une fois entre plus que jamais. C'est vrai que par le passé c'était quand même beaucoup plus c'était un mélange entre guillemets quand même beaucoup plus homogène. Là c'est vrai qu'on voit que les républicains ne peuvent pas parler aux démocrates. C'est quand même c'est deux sociétés complètement distinctes. Et c'est vrai que l'arrivée de Joe Biden et de Kamala Harris, il faut le souligner aussi, parce que je pense que c'est un événement d'une certaine manière. C'est vrai que c'est une nouvelle administration qui arrive avec de nouveaux défis, effectivement. Puis je pense une tâche immense, le coronavirus, la division de la société américaine, les fameux, on a parlé déjà, je trouve, des Black Lives Matter, Absolument. Et puis autre, là, pour le coup, la prise du Capitole là, qui a été faite il y a quelques semaines. On se rend compte, entre guillemets, encore une fois, que l'Amérique est un pays très difficile à gérer, encore une fois. C'est tellement immense et tellement complexe. Mais l'administration Biden, effectivement, arrive un peu pour ramener, si on peut dire, du calme. Là. Le but va être de ramener confiance pendant 4 ans à l'institution démocratique des États-Unis. Là. C'est un peu ça le mandat principal, si on peut dire, de Biden. Là. C'est dans toutes ses actions et ses politiques, c'est de ramener une certaine cohérence, un peu comme c'était le cas à l'époque. Et certains vont dire que c'était justement ce qui était décrié lorsque Trump est arrivé au pouvoir. C'était justement cette espèce d'uniformité politique, là, que ce soit un président qui était républicain ou démocrate à l'époque. Oui, les politiques et les idéologies étaient différentes, mais est-ce que leur manière d'agir
était très très changeante. Non, donc c'est un peu la classe politique que la population républicaine c'est un petit peu tanné, là, il y a de cela déjà 4 ans. Mais on voit que Biden veut un petit peu ramener ça et c'est ce qui fait en sorte que les États-Unis peuvent être une puissance. Lorsqu'on peut avoir des États-Unis, selon moi, qui sont plus stables au niveau politique, c'est là que les États-Unis s'en sortent le mieux également. Mais ce qui est intéressant également avec l'entrée au pouvoir de l'administration Biden, c'est aussi toute la logique du contrôle des chambres. Il y a eu plusieurs élections clés. On sait que les démocrates avaient déjà la Chambre des représentants, donc ça, c'était déjà quelque chose qui disposait avant les élections, mais un des gros événements des élections dernières était au niveau du Sénat. C'est arrivé des résultats pour les 2 investitures, si je ne me trompe pas, en Géorgie, c'était en janvier que c'est arrivé, et les 2 postes ont été comblés par les démocrates, ce qui fait en sorte qu'il y a une égalité complète au Sénat, qui est remportée par la présence de Kamala Harris en tant que chef du Sénat, là, par son mandat de vice-présidente, effectivement. Exact. En fait, si vous ne le saviez pas, effectivement, il y avait deux élections en fait, spéciales en Géorgie. Il faut savoir que encore une fois, c'est un pays tellement particulier, les États-Unis, vous le savez que le système électoral, on se l'est déjà dit, est tellement déjà répété. C'est un vrai foutoir là, entre nous, là, mais c'est un vrai foutoir et chaque État a ses propres règles de fonctionnement. Chaque État, chaque même district, chaque comté, etc. C'est très complexe et aux États-Unis, en l'occurrence dans l'État de Géorgie, il faut qu'il y ait toujours un candidat qui ait au moins 50% des voix dans l'État de Géorgie pour être élu au Sénat. Et le truc, c'est qu'avec les votes indépendants, le candidat démocrate avait très légèrement moins de 50% des électeurs. Donc c'est vrai que c'était le candidat républicain qui était en tête quand même. Mais avec le report des voix indépendantes, disons que les démocrates avaient une chance quand même d'aller chercher quand même un truc intéressant. Il faut noter pourquoi il y avait aussi 2 postes de sénateurs à combler, c'est qu'il y avait aussi le fameux sénateur, il y a un sénateur républicain qui a décidé de prendre sa retraite en cours de mandat. Vous savez, les mandats de sénateurs sont de 6 ans aux États-Unis et on réélit toujours un tiers à chaque élection, soit les midterms, soit les élections générales. Alors c'est vrai que là, donc du coup, on se retrouve avec 2 postes. Le poste régulier, qui aurait été fait pour, un mandat de 6 ans, et le poste de 4 ans. Donc on a comme 2 courses électorales en même temps, et les démocrates, en gros, avaient vraiment des chances. C'est sûr que ça a été une élection très serrée, effectivement, cette élection, justement, dans l'État de Géorgie. Les 2 courses ont été remportées par les démocrates, donc ce qui fait 50-50 au Sénat, et puis comme tu l'avais dit, JP, en cas d'égalité, c'est le vice-président qui donne le partage. Or, comme le vice-président est démocrate... Ce serait étonnant qu'elle mette son vote pour les républicains. Malheureusement... Par le concept, encore une fois, de la division des États-Unis, effectivement. Et ce qu'on voulait aborder, c'est un petit peu justement les ordres exécutifs que Biden a fait. Encore une fois, moi je trouve ça très intéressant parce qu'on l'oublie souvent, là, mais ça arrive toujours la journée même, et même je pense que c'est le lendemain, là, souvent qu'il va y avoir les ordres exécutifs qui sont signés. Je pense même qu'ils sont préparés à l'avance, puis il a juste à signer. Exactement, mais il y en a eu 17, je crois, pour Biden, et comme on l'a dit, là, et Trump l'a fait, là, quand il a fait ses ordres exécutifs, c'était des choses qu'il a agi. Donc c'est comme on l'a dit, une bonne ligne directrice sur la politique du gouvernement. Et Biden a regroupé ça dans différentes catégories. Là, on va peut-être embarquer un peu là-dessus. La première grande catégorie était sur toute la pandémie et la santé, bien évidemment. Un des premiers points était le fait que Biden voulait remettre les liens avec la World Health Organization que Trump avait décidé de scier et même de vouloir arrêter le financement des États-Unis dans le WHO. Donc Biden voulait ramener un rapprochement, là, ce qui est indirectement bien là, quand on a une administration qui décide de vouloir suivre la science. Donc déjà là, c'était une bonne chose. Et l'autre point qui m'a beaucoup surpris, c'était le fait que l'administration Biden a soulevé le fait qu'il n'y avait aucun plan qui avait fait partie de la transition au niveau de la gestion de la vaccination. Et donc, techniquement, l'administration Trump n'avait aucun plan de vaccination qui provenait du gouvernement fédéral américain directement. Oui. Et donc, un des mandats que Biden s'est donné aussi par ordre exécutif, c'était de mettre en place une certaine coordination. Mais c'est quand même un sujet assez intéressant de voir qu'il n'y avait absolument rien en place au niveau fédéral pour coordonner la vaccination. Bah après, c'est vrai que c'est sûr que le but, encore une fois, n'est pas d'applaudir Biden et de conspuer Trump. Là-dessus, moi, je vais même prendre sa défense. Je vais prendre la défense de ce dernier, là, tu vois. C'est sûr que, comme tu l'as dit, l'OMS, effectivement,
Donald Trump avait décidé unilatéralement de la quitter. Enfin, c'était pas vraiment quitter, c'était plus suspendre ses activités, là, parce qu'aux yeux de la loi, je pense que c'est un peu compliqué, comme c'est lié aux Nations Unies. Là. Ouais. Mais l'OMS n'était pas exempte de toute critique. Hein. Elle a clairement mal géré la pandémie, elle l'a ignorée. On trouve, il y a même des relations avec le gouvernement chinois que je trouve particulièrement inquiétant, puis que je pense qu'après la pandémie, on aura beaucoup de questions à se poser. Et puis il faut se dire aussi que les États-Unis sont le premier contributeur mondial aussi, hein, pour l'OMS, pour les Nations Unies, etc., pour l'OTAN, etc. Et faut avouer, que les États-Unis aussi, ils ont besoin de ce retour sur investissement, parce que c'est un investissement. Après, c'est vrai que la diplomatie à l'américaine, avait perdu de son effet. On commençait à avoir un repli avec le mandat Trump, un repli des États-Unis sur eux-mêmes, hein, quitter l'Irak, etc. Ouais. Tout ça fait partie de la même stratégie qui était Trump, de dire on est l'Amérique pour l'Amérique avant tout. Là. J'avais plus l'expression très précise, mais on ramène les boys à la maison, etc. Puis non, on est là pour défendre notre pays. Biden, c'est vrai, remet sur la table la table entre guillemets de la diplomatie traditionnelle, et c'est vrai que les investisseurs sont plutôt favorables, etc., à cette espèce de multilatéralisme à l'américaine. Ouais. On l'a vu d'ailleurs, malheureusement je me souviendrai pas du nom du nouveau secrétaire d'État américain là, mais qui est parfaitement francophone justement, que je trouve particulièrement intéressant. C'était déjà un très haut placé à la Maison Blanche sous Obama. Et je trouve très intéressant qu'on retrouve cette espèce de multilatéralisme à l'américaine pour la confiance des marchés, puis pour la confiance, entre guillemets, de la diplomatie mondiale. Exactement, et puis ça suit un peu la vision américaine de vouloir être la première puissance mondiale dans tout. T'sais. Le fait de se renfermer sur elle-même au niveau de ce que Trump faisait, est-ce que c'était vraiment la meilleure logique alors qu'on sait que les États-Unis sont partout dans le monde, dans tous les conflits, les États-Unis sont là. Gendarmes du monde. Exact, donc ça fait partie un petit peu de la position qu'ils veulent avoir, et je crois que le multilatéralisme justement vient un peu avec cette nécessité-là d'être présent partout, implique le fait qu'on peut pas juste avoir du protectionnisme pur aux États-Unis. Je te rappeler tes cours de, probablement de secondaire, là, mais la fameuse doctrine Monroe, ouais. Hein, c'est vraiment l'idée de l'Amérique. C'est d'abord, on veut contrôler le continent américain, puis c'est vrai que pour le reste du monde, on laisse faire, on coopère, etc. C'est très démocrate, hein, pour le coup, là, et c'est vrai que ça va rassembler beaucoup plus les doctrines, entre guillemets, diplomatiques qui avaient été mises sous les 8 ans de Barack Obama. Exactement. Pour poursuivre un peu sur les ordres exécutifs, il y en avait sur l'économie, bien évidemment, ça on va pas tomber dans les détails trop là-dessus, mais c'était quand même assez, surtout pour la sécurité financière, encore une fois, des Américains. Sur l'immigration également, donc ça c'était un élément intéressant, là, le fameux programme DACA là, pour qui se nomme en anglais Deferred Action for Childhood Arrivals Program, qui est en fait un programme qui touchait beaucoup d'enfants qui étaient arrivés aux États-Unis, qui étaient en fait soit arrivés ou nés aux États-Unis, mais très jeunes, et qui disposaient d'un statut social particulier là, sous Obama, mais qui était menacé par Trump. Ça, c'est encore une fois maintenu par les démocrates. Ça, c'était quand même un cheval de bataille assez important. C'est vrai que c'était la fameuse, le fait que les enfants de réfugiés, parce que je pense que c'était ça, hein, l'idée c'était que c'est vrai que les États-Unis ont un problème chronique d'immigration clandestine, hein, surtout au sud de la frontière, la frontière mexico-américaine, là. D'où le fameux Build the Great Wall. Hein, exactement, ça, qui aussi, par une petite parenthèse, a été arrêté par un ordre exécutif par Biden. La construction du mur frontalier sur la frontière mexicaine est en arrêt de financement complet. Voilà, exactement. Et puis c'est vrai que, c'était éthiquement assez peu recevable, le fait qu'on sépare des enfants de leurs parents, on les met dans des prisons, des espèces de prisons d'internement. Enfin, c'est un peu... ça posait beaucoup de problèmes, je trouve, éthiques, et c'est vrai que les démocrates en ont voulu beaucoup à Donald Trump et aux républicains, pour exactement. le coup, d'avoir soutenu quelque chose qui est contraire aussi aux conventions internationales, puis aux, au droit d'asile, fondamentalement. Là, de vouloir représenter les droits et libertés, là, d'être un pays qui est là pour montrer, encore une fois, l'exemple autant sur la démocratie, comme on le mentionne souvent, mais sur les droits et libertés plus généralement. C'est sûr que c'est dur de mettre en place des restrictions et même
de cacher des images d'enfants pris dans des prisons, littéralement, là, loin de leurs parents, en train de construire un mur énorme qui coûte une fortune pour justement empêcher les arrivées, en mettant aussi des restrictions. On sait, là, la fameuse Muslim ban qui avait mis en place que Biden a aussi arrêté par un ordre exécutif. Donc c'était vraiment c'était des restrictions qui ne ça fonctionne pas dans les droits et libertés. Là. On peut pas dire que l'Amérique est le flagship des droits et libertés s'il y a ça qui est en place. Donc les démocrates sous Biden veulent revenir en arrière. Et un autre grand domaine, ça on en parlera peut-être un peu plus, là, c'est l'environnement, qui est probablement un des grands champs de bataille qui oppose toujours les républicains et les démocrates et qui nous affecte, là, nous, au niveau du Canada, pour certaines raisons qu'on parlera. Oui, puis c'est sûr que ça va être le segment, de mon opinion, qui risque d'être le plus polémique, là, même si... Mais c'est toujours un peu comme ça. Le premier, c'est le retour dans l'accord de Paris, ça, c'était un acquis. Là. Donald Trump avait dit que les États-Unis sortaient de l'accord de Paris, et là, maintenant, Biden remet les États-Unis dans l'accord de Paris. C'était une promesse de campagne. Exactement, et c'était un acquis d'une certaine manière, mais un des grands sujets qui est passé dans un ordre exécutif et qui va avoir un impact assez direct sur les relations entre le Canada et les États-Unis, c'est ce qui arrive à chaque fois qu'il y a un changement d'administration, c'est le fameux pipeline Keystone XL. On fera pas un épisode spécial là-dessus, mais c'est un sujet très chaud pour la démocratie, pas pour la démocratie, mais pour le gouvernement canadien pour certaines raisons. Là. Dans la scission, si on peut dire, des mentalités au Canada, ce projet-là a beaucoup d'impact. Mais ce qui est arrivé, c'est la même chose. Sous Obama, ça a été arrêté. Sous Trump, le projet a été refinancé et ils voulaient continuer à construire le pipeline. Là, pour vous donner une petite idée, là, ils veulent faire un pipeline entre les sables bitumineux en Alberta, donc dans la province de l'Alberta, dans l'ouest du Canada, et l'envoyer vers le sud des États-Unis. Vers la Louisiane, en fait. C'est vrai que les terminaux pétroliers, entre guillemets, l'objectif principal là, du fameux pipeline Keystone XL, puis qui était complété aussi par le Keystone canadien, là, je sais plus c'est quoi son nom. Qui lui était déjà préparé. Ouais. Qui était déjà... C'est sûr que les États-Unis et le Canada, depuis quelques années, effectivement, vous le savez, avec, l'exploitation des sables bitumineux qui sont très présents en Amérique du Nord, est revenu, entre guillemets, sont devenus autosuffisants. Là. Les États-Unis ont un champ assez important dans le nord du Dakota. En fait, dans le Dakota du Nord et du Sud, qui est très important. Puis les Canadiens, nous avons notre champ d'exploitation qui se trouve, c'est ça, dans les sables bitumineux de l'Alberta. Exact, qui est dans le top 5 des réserves mondiales de pétrole. Exact. Alors, c'est sûr que c'est un processus controversé. Là, très polluant. Très polluant. Très problématique parce que ça implique la fracturation hydraulique. Là, on va pas rentrer... Il faudrait qu'on invite un ingénieur pour peut-être que Jean-Baptiste, qui est un feu ingénieur, pourra peut-être nous en parler plus en détail. Là. Mais c'est vrai que le projet était ça, de faire un méga oléoduc, traversant tous les États-Unis jusqu'au Texas, je sais plus exactement. Ouais, c'est dans le sud, mais quand même, pour vous donner une idée que c'était pas un court pipeline, là, effectivement. Énorme, puis c'est vrai que, vous le savez, c'est un désastre, on va dire, et écologiquement, la construction... Les risques sont énormes, ouais. Les risques sont énormes, puis... La déforestation pour passer le pipeline, tous les systèmes de protection également, là, mais c'était un des grands points, là, effectivement, parce que, encore une fois, Trudeau, malgré le fait qu'il est un peu... C'est là le point controversé. Qui est très, entre guillemets, démocrate d'une certaine manière, et qui est très proche du respect de l'environnement et de l'accord de Paris, en fait, doit quand même représenter toutes les prairies et l'Ouest canadien qui, eux, sont un petit peu plus, si on comparait avec le système américain, un peu plus républicain. Là. Et donc, l'électorat de l'Alberta et l'économie de l'Alberta, qui a été, malheureusement, pendant plusieurs années, et même encore maintenant, le fleuron, entre guillemets, là, du PIB canadien, là, c'était les sables bitumineux en Alberta. C'était ce qui permettait aux autres provinces, souvent, d'obtenir de l'argent. Là. Le Québec en a bénéficié énormément avec des transferts de paiement là, pour la balance entre provinces. Mais c'est quelque chose que Trudeau va malheureusement devoir défendre, même si Trudeau est très content d'avoir un démocrate comme Biden au pouvoir plutôt que Trump, mais il va devoir discuter effectivement de ce pipeline-là et des politiques environnementales en voulant suivre les États-Unis dans le fait de respecter l'environnement, mais en ayant un petit astérix lié au pétrole canadien. Donc c'est un peu un double visage. Là, mais... Après, là, tu vois, là, je partagerai encore une fois l'opinion plus de Joe Biden. Je vais te le dire pourquoi. C'est que il faut que... Un pipeline a du sens aussi quand il est rentable aussi. Il faut que ça ait un sens, entre guillemets, économique. Et c'est vrai que l'Alberta, depuis quelques années, est en une grande difficulté. C'est vrai qu'ils ont été ça a été un peu le fleuron de l'économie canadienne en
avant 2015, en fait, quand les cours du pétrole étaient à leur maximal. Ouais. Mais depuis quelques années, en fait, avec évidemment l'action du cartel de l'OPEP, puis on va pas rentrer dans les détails, on pourrait même en faire un épisode spécial. Mon Dieu, on reprend les suggestions d'épisodes en cours d'épisode. Mais c'est vrai que ça fait plus vraiment de sens économiquement, parce que le pétrole bitumineux quand même coûte cher à produire. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'a du sens que quand le baril de pétrole vaut, je pense que c'était plus de $65 ou quelque chose comme ça. Là, on fait zéro. Mais là, le baril de pétrole depuis des années, puis surtout pendant la pandémie, vous vous avez souvenu, à un moment donné, même on avait des cours négatifs là, de pétrole. Ouais. C'est pareil, encore une fois, on va en parler. Exact. Mais tout ça pour dire que c'est ça va être un peu un clash dans la relation entre le Canada et les États-Unis, qui reste, encore une fois, le partenaire principal, là, c'est frontalier. Des États-Unis, oui. Des États-Unis, donc ça va être très intéressant de voir l'approche de Biden là-dessus. Mais c'est un petit peu, tu sais, les grandes lignes, justement, des ordres exécutifs, c'était sur ces grands thèmes-là. Un autre point qui est assez pertinent pour le début du mandat de Biden, c'est l'impeachment de Trump. Que va-t-il arriver quand Trump sera-t-il envoyé devant le Sénat? Et si oui, Trump va être de retour à Washington pour encore quelques semaines, quelques mois, le temps que la procédure judiciaire ait lieu. Donc là, c'est un débat à se dire, est-ce que Biden a avantage à ce qu'on fasse juste tourner la page, ce qui serait un peu horrible démocratiquement en considérant ce qui est arrivé au Capitole et l'impact de Trump sur cet événement-là. Mais est-ce que Biden a vraiment avantage à ce que Trump soit encore à Washington à faire parler sa voix au début de son mandat, au tout début de son mandat? Je crois que c'est la pire chose qui pourrait arriver, mais encore une fois, c'est un peu le débat de dire est-ce qu'on veut passer à autre chose et laisser Biden agir en ayant Trump en Floride tranquille, ou est-ce qu'on veut avoir Trump qui se fait, qui obtient un procès réel pour ce qu'il a fait et des incitations qu'il a fait pour sa foule? La question, c'est sûr, l'enjeu n'est plus à ce que Donald Trump quitte le pouvoir, parce que c'est déjà le cas. Même s'il continue quand même à avoir des ambitions, en fait, c'est vraiment ça la question. Il commence à avoir des ambitions de création de parti, de revenir en politique fédérale américaine. C'est toute la question. Là, en ce moment, c'est sûr, il joue au golf à Mar-a-Lago, là, qui est à Palm Beach, en Floride, là, où il possède son immense résidence, là, qui est maintenant plus un espèce d'hôtel, hein, d'ailleurs. La question est de savoir, est-ce que Donald Trump va pouvoir se représenter? C'est plus la question de l'enjeu. C'est vrai que les deux points de vue sont très pertinents, parce que on pourrait se dire, écoute, ce gars-là a clairement incité à même si lui il s'en défend, et je peux comprendre ses arguments, encore une fois, il se défend, entre guillemets, de dire non, moi j'ai pas incité les gens à envahir le Capitole. Il a dit on veut marcher, mais bon, c'est sûr qu'il y a des partisans en fou, là, armés jusqu'aux dents, là, surtout les supporters de la NRA, etc., qui n'ont pas tendance à être des finauds, là, faut être franc là-dessus. C'est vrai qu'on se dit le gars a incité à la rébellion. C'est vraiment l'objet de l'impeachment. De l'autre côté, Biden, encore une fois, il est dans une logique de dire moi je veux réconcilier les gens, je veux qu'on arrête cette espèce cette espèce de guerre, en fait, vraiment de guerre civile. Je veux mettre fin à cette espèce de guerre civile. Alors, est-ce qu'il pourrait gracier Donald Trump, mais lui en demandant de dire tu ne reviens plus jamais? Moi, c'est ce qui risque probablement de se passer. Moi, de mon opinion. Après, encore une fois, c'est sûr que la politique américaine, on l'a vu dans ces derniers mois, en quelques semaines, les choses peuvent tellement changer. Absolument. On se dit que c'est Et c'est ça qui fait que c'est passionnant aussi. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu stérile parce que c'est démocrate versus républicain, mais c'est passionnant. Et là, est-ce qu'on va revenir à un débat apaisé? J'en suis pas sûr. Quand on voit les propos, là, et je vais terminer pour moi là-dessus, c'est que quand on voit les propos de Ted Cruz, là, le sénateur républicain du Texas, qui a dit oui, Biden suit l'accord, il veut plutôt suivre les citoyens de Paris, pour revenir sur l'accord de Paris, il veut plutôt que les gens du Kentucky. Il a clairement démontré qu'il était plus pour les Parisiens. Ça n'a pas de rapport, c'est juste la ville où tu as été signé. Et notre fameuse AOC, là, que tu apprécies bien, JP, là, a répondu, pourtant la Convention de Genève, c'est pas pour respecter les citoyens de Genève. Là. Effectivement. Mais c'est ça qui est risqué, c'est vraiment de voir ce qui va se passer dans 4 ans, parce que plusieurs candidats potentiels républicains, et tu en as parlé, Ted Cruz en fait partie,
et un autre plus jeune étoile montante du Parti républicain que je ne vais pas nommer parce que lui est ciblé comme étant... En fait, c'est celui dans la photo qui lève le poing devant la foule qui est sur le point d'envahir le Capitole. Donc, on ne va pas le nommer, là, mais ce sénateur-là est un peu pointé du doigt, mais c'est deux personnes qui voudraient, selon moi, être le candidat républicain aux prochaines élections et ont vu que ça fonctionnait pour Trump d'aller dans l'aile très extrême du Parti républicain pour obtenir suffisamment de votes et gagner. Donc, c'est le risque de dire... Si un candidat républicain va dans le même secteur, au final, il peut très bien gagner les élections et encore une fois vouloir satisfaire un secteur des États-Unis qui est amplement suffisant pour gagner des élections, mais qui ont des idéologies très, très, très radicales. Donc, c'est un petit peu le concept. Encore une fois, suivez beaucoup ça. Là, c'est en constant changement. Là, on va espérer que ce soit plus monotone au niveau de la politique aussi, américaine. Ouais. Et encore une fois, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il y a des impacts partout, dont sur les marchés. Donc, suivez bien qu'est-ce qui se passe au niveau des bourses également et lisez là-dessus. Là. Faites votre idée. Mais c'est ce qui conclut le premier segment. Passons maintenant au segment Dans vos poches. Parfait. Donc, aujourd'hui, un sujet assez intéressant qui découle d'ailleurs, ça on va le dire, d'une envolée d'inspiration de Gabriel, qui, je ne sais pas pourquoi, est arrivé à peu près une cinquantaine de sujets, là, et celui-ci était parmi la liste et était un sujet que Gab s'intéressait beaucoup. Donc, je vais t'inviter peut-être, si tu veux, faire un peu plus de détails sur ton envolée, ton envolée de... C'est vrai que j'étais en train de monter l'épisode à la dernière minute, à 1h30 du matin. Puis là, qu'est-ce que je me dis? Si j'allais faire une streak d'inspiration, j'ai eu genre 60 épisodes faciles que j'ai fait, puis que j'ai envoyé à JP. Bon, je pense qu'il dormait ce cher pendant que comment dire... Un dimanche soir, dans la nuit du dimanche au lundi, avec le travail le lendemain, C'était très drôle, mais en tout cas, le sujet que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était le sujet du robot conseiller. C'est une nouvelle mode, ça parle pas à tout le monde, là, mais c'est un nouveau phénomène là, qui arrive dans l'industrie là, des services financiers. Là. Puis le concept de robot conseiller est assez simple. C'est, comme son nom l'indique, c'est sûr que c'est entre guillemets, un service de courtage ou souvent c'est un service de placement entre guillemets qui se fait tout par internet, dans lequel vous êtes avec un processus automatisé effectivement. Et que vous ne rencontrez personne en succursale. Vous signez vos documents électroniquement, vous faites les mêmes opérations, je pense, de conformité, etc. Et puis le but est d'être complètement autonome, que vous n'ayez pas à vous rendre en succursale. Et je trouve que c'est un sujet qui pose plusieurs questions, puis plusieurs points à apporter, parce que c'est quand même très intéressant. Moi, je trouve ça très alléchant pour étant moi-même client d'un robot conseiller. On va le dire tout de suite. Je trouve que c'est une nouvelle mode, entre guillemets, qui me paraît très intéressante, qui pourrait, je pense, convenir à beaucoup d'investisseurs. Est-ce que toi, JP, tu pourrais peut-être nous en parler, peut-être des caractéristiques de base? Oui, effectivement, parce que, je veux dire, comme tu l'as dit, là, ça suit un peu la mentalité bancaire, si on peut dire, dans les services financiers plus général, un peu partout dans le monde. Là, c'est vraiment axé sur vouloir ramener le monde vers l'électronique. Parce que c'est beaucoup moins coûteux si les personnes font leurs transactions en ligne que si les personnes font leurs transactions dans des succursales où il y a des frais classiques. Là, ça reste une propriété, il y a des frais d'électricité. Le coût d'un lieu physique et de faire des transactions en physique. Un employé aussi. Exactement, c'est beaucoup plus cher. Donc effectivement, robot conseiller, là, c'est des plateformes qui sont maintenant, comme tu dis, en vogue. Là, ça fonctionne très bien dans le sens où vous allez faire la même chose que vous faites dans un bureau. Si je veux faire de l'investissement, et c'est souvent ça qu'on va faire directement avec ce genre de solution-là, on va faire le classique, on vous en avait parlé au tout début du podcast, là, faire un profil d'investisseur. Donc, je vais pouvoir remplir le questionnaire. Encore une fois, par moi-même. C'est la distinction. Je vais être en ligne, le faire par moi-même. Une fois que j'obtiens mon profil, c'est la machine qui me détermine mon profil selon mes réponses. Et dépendamment du profil que j'obtiens, les solutions sont déjà prédéfinies. Et on parle souvent de solutions qu'on a glissé parfois des petits thèmes là-dessus. Des FNB, en fait. Des fonds négociés en bourse. Ça peut être également des fonds mutuels dans certains types de robots conseillers, mais qui vont vous permettre de dire, votre profil, c'est ça. Et voici ce qui est une répartition, là, un fonds négocié en bourse qui correspond à votre profil. Et vous pouvez maintenant décider de mettre des montants systématiques ou des montants, quand vous le désirez, dans votre compte en ligne, par l'entremise de cet outil-là. Vous voulez modifier votre profil, vous le faites en ligne. Vous n'avez encore une fois aucun intervenant direct avec qui vous allez interagir. Par contre, et ça, c'est ce qu'on avait lu dans les notes, là, il y a certains pays, dont le Canada, et ça doit être le cas également en France, là, il y a une obligation d'avoir un représentant conseil quand même qui est disponible, il faut qu'il y ait un humain quand même en arrière de votre compte d'une certaine manière, parce que la conformité implique que vous ne pouvez pas juste faire un profil et vos transactions
sans avoir quand même quelqu'un qui peut avoir ou peut visualiser qu'est-ce que vous faites, encore une fois, dans une fin de conformité, là, pour l'institution financière surtout. Donc, Ouais, c'est sûr que, et c'est ça qui est assez drôle, c'est que le Canada et les États-Unis ont été les premiers, entre guillemets, à inventer le concept de robot conseiller, mais je trouve que les Canadiens, on a pas mal d'avance là-dessus avec le fameux Wealthsimple dont on s'en parle souvent, JP. Là, c'est une des principales, comment dire, boîtes qui font du robot conseiller aujourd'hui. Donc, sont disponibles, je pense, aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Il y a aussi je pense au Canada aussi un truc qui s'appelle CI Direct Investing. En tout cas, il y en a plusieurs et puis la plupart des banques commencent à se tourner là-dessus parce qu'effectivement, tu l'as bien mentionné, ça leur permet de couper, couper pas mal en fait sur les frais, hein, évidemment. Là. C'est sûr que c'est là la première question, c'est de dire, bon, quand tu pars de zéro, est-ce que le site est assez bon pour te donner des recommandations ? Je pense, oui. Souvent, les interfaces sont très vraiment... Oui, il y a des algorithmes qui sont très bien développés, effectivement, pour pouvoir atteindre l'interface est très friendly. Là, pour moi-même en avoir un, là, c'est hyper friendly. Tu vois exactement quel rendement tu fais. Tu peux rajouter de l'argent. C'est sûr que la conseil fiscal va être assez négligible. Souvent, ils vont pas souvent vous faire de conseils fiscaux. Non, effectivement. Exactement, mais comme on fait en banque. Hein. En banque, on dit, bon, vous pourriez peut-être faire ça, mais on peut pas, aux yeux de la loi, moi, je peux pas vous recommander officiellement de faire ça. C'est une suggestion, etc. C'est un peu ça qui arrive. Alors, c'est vrai que le robot conseiller, quand même, remplace pour beaucoup de choses le conseiller, entre guillemets, en succursale, qui souvent... Et c'est vrai que l'industrie bancaire a quand même eu pas mal de, de reproches à faire. C'est vrai que souvent, le fait que les conseillers changent, hein, toi-même, ouais, JP, qui a fait ça... C'est un élément qui est effectivement notoire, là, mais c'est justement ça la base du débat, c'est de dire, souvent on va voir les robots conseillers comme étant quelque chose qui va être un peu pour la nouvelle génération, là, pour les jeunes pros, qui, dans leur mode de vie, dans leur emploi du temps, n'ont pas le temps de passer en agence pour faire des transactions. Ils vont vouloir faire ça de manière simple, en ligne, qui peuvent le faire sur leur téléphone à la limite s'il y a des applications. Donc c'est un peu le débat entre, d'une certaine manière, l'ancienne vision, là, qui était une personne qui avait une transaction à faire, se présentait à la banque et faisait sa transaction, et un peu le nouveau modèle. Donc c'est le clash qu'il y a présentement, parce qu'en termes de coût, le robot conseiller est avantageux clairement pour les institutions financières, mais il reste quand même un gros bassin de population. Moins cher aussi pour le client, parce qu'en termes de frais de gestion, c'est sûr que la plupart des... Et là, c'est là où justement il faut faire attention, c'est que la plupart des robots conseillers impliquent des frais de gestion un peu plus faibles, hein, effectivement, parce que, encore une fois, il n'y a pas ces coûts-là à gérer. C'est vrai que par exemple, on voit souvent la structure de frais justement dans les robots conseillers, c'est le frais du ETF, parce que évidemment, pour gérer, chaque fonds négocié en bourse, il coûte un frais de gestion, plus un pourcentage supplémentaire. Donc, par exemple, je sais que chez Wealthsimple, par exemple, ça coûte 0,40 de plus. Donc, ça vous fait des frais de gestion. Les ETF, on rappelé, hein, ça coûte rien en termes de frais de gestion. Là. Souvent, c'est 10 points de base, donc 0,1%. C'est vraiment que dalle. Là. Donc, souvent, ça vous fait un portfolio avec 0,5 à 0,6% de frais de gestion, ce qui est vraiment ridicule. C'est sûr que c'est des placements passifs, hein, donc c'est vrai qu'ils ne généreront pas plus de rendement que le marché, mais un fonds mutuel traditionnel, il va aller chercher 2,2 à 2,3 de frais de gestion. Il faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a des robots conseillers qui vont vous charger le même frais de gestion que vous soyez en succursale ou par Internet. Exactement. Là, si tel est le cas, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Effectivement, mais il peut aussi avoir des frais annuels de gestion de compte qui peuvent s'appliquer pour ce genre de solution-là également. Donc, c'est à noter. La vision qu'on fait toujours dans ce genre d'épisode-là, lorsqu'on parle d'un thème vraiment axé sur ce que vous pourriez faire dans vos finances personnelles, c'est vraiment de voir est-ce que ça s'aligne avec encore une fois, avec vos projets, on dit souvent, là, mais vos projets et votre horizon temporel de placement est très clé. C'est de voir, c'est pas pour tout le monde, encore une fois, ce genre de solution-là. Mais moi, je le vois bien. C'est vrai que ça peut être intéressant pour beaucoup de gens. Et j'ai du mal à, encore une fois, l'industrie bancaire a eu ses torts pendant longtemps. Le fait de faire des ventes croisées, de proposer des produits coûteux, etc. Alors que je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, surtout en cette période où on digitalise de plus en plus. Le fait de devoir envoyer du papier, etc., que ce soit très conformé, la conformité soit très old school, c'est vrai que c'est vraiment une innovation, moi, qui me paraît très pertinente. Et c'est vrai que les alternatives commencent à peupler partout, hein. On parle vraiment de fintech. D'ailleurs, je comptais faire un épisode, justement, on comptait parmi la batch de sujets qu'on avait eu l'idée,
On comptait faire un épisode justement spécialisé dans la fintech et je pense que ce sera un bon complément à cet épisode. Absolument. Donc, suivez ce sujet, encore une fois, là, une belle innovation des institutions financières plus généralement et du secteur bancaire également plus généralement. Là. Donc, très intéressant de voir, mais encore une fois, est-ce que c'est pour vous? C'est la question qu'on vous laisse pour compléter cet épisode. Donc c'est ce qui conclut, là, effectivement, l'épisode. Je vais laisser Gab là, faire le petit mot de la fin, là, comme d'habitude, là, pour conclure. Ben oui. N'oubliez pas évidemment de partager notre contenu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un commentaire aussi si jamais vous voulez nous amener des suggestions, des idées, etc. C'est toujours apprécié. De mettre un like, ça par contre c'est super important. Je vois que ça une corrélation entre les vues, etc. et les likes. Et je dirais si vous êtes en format audio, donc sur sur Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, etc. N'oubliez pas à vous abonner pour avoir et à vous abonner aux notifications pour les recevoir à chaque semaine. N'oubliez pas le format, c'est pas compliqué, c'est tous les lundis 9h heure du Québec, 15h heure de France. Voilà. Exactement. Donc bonne semaine à tous. Bonne semaine, salut.